Ce soir est la première des 2 soirées que nous allons faire sur l'architecture commerciale. La première, ça va être donc sur l'architecture commerciale à l'intérieur d'une enseigne. La prochaine soirée qui est prévue pour le 11 avril sera l'architecture commerciale, mais cette fois-ci vue depuis une agence de retail design, donc vue depuis une agence d'architecture. Alors je vous présente Marilyn Rhône, qui est notre invitée de ce soir. Marilyn, bonsoir. Merci d'être venue nous aider à comprendre ce qui se cache sous les termes comme retail design, store planner, design global, bref, tout ce vocable un petit peu de l'architecture commerciale que vous connaissez parfaitement. Aujourd'hui, vous êtes directrice de l'architecture et de l'agencement chez Chris Group. Grâce à vous. Grâce à moi, peut-être, voilà. En tout cas, il faut dire que vous avez quand même passé un diplôme d'architecte à Nancy. Et vous avez même passé un DEA d'histoire de l'architecture contemporaine, moderne, avec moderne et contemporaine et moderne, avec une monographie sur un monsieur qui s'appelle Jean de Mailly. Je suis allé voir un petit peu qui c'était. Donc c'est l'architecte, non je ne connaissais pas du tout, c'est l'architecte qui a reconstruit Toulon, mais c'est surtout, j'ai vu, celui qui avait participé avec Zerfus à la construction du CNIT. Donc on peut dire que vous étiez quand même totalement préparé à suivre un cursus normal. Et vous êtes sans doute une des rares personnes qu'on connaît à Archibat qui a fait presque tout son parcours en architecture commerciale. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous demander de venir échanger avec nous sur le sujet. On est ici au Conseil régional de l'Ordre des architectes et dans le rôle de l'architecte tel que le définit, tel qu'on peut le lire sur le site de l'Ordre, notre vocation est de participer à tout ce qui relève de l'espace, que nous intervenons sur des constructions d'édifices, par exemple commerciales, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'y a jamais eu un moment où il est fait référence à l'architecture commerciale. On parle de commerce, on parle de bâtiments commerciaux, mais pas d'architecture commerciale. Alors, c'est peut-être la première question, je pense, qui serait la plus intéressante, par laquelle on pourrait peut-être commencer. C'est quoi l'architecture commerciale? Qu'est-ce qu'il y a de ce mot qui sent bon le marketing commercial et qu'on vient à coller avec, pour définir l'architecture? À quoi ça sert? Et puis, peut-être, comment vous êtes arrivé, comment vous en êtes arrivé là? Voilà. Donc je vous laisse, je vous donne ça comme introduction. Ouais. Alors architecture commerciale, effectivement, on va dire que c'est l'art, entre guillemets peut-être, mais de construire des bâtiments de vocation commerciale. Donc ça veut dire que ça peut être soit un magasin solo, ça peut être un magasin en centre-ville, mais ça peut être aussi un centre commercial entier, ça peut être un retail park, donc ça peut être beaucoup de choses. Le but de tout cela, c'est de construire des magasins dans lesquels on a envie d'aller, des magasins dans lesquels on va mettre en avant les produits de la marque, dans lesquels le client va pouvoir suivre un parcours client qui va l'inciter à découvrir le magasin et à découvrir les produits qui sont développés par la marque. Donc on parle effectivement aujourd'hui beaucoup de retail design maintenant, parce que voilà, on aime bien les anglicismes, donc l'architecture commerciale, on dit plutôt retail design aujourd'hui. Ça veut dire la même chose, donc c'est rien de plus. Voilà. On dessine des magasins, voilà, c'est la même chose. Alors comment j'en suis arrivée là? J'ai fait un an d'études à Florence, donc il y a quelques années, ma 5e année d'architecture, et j'ai rencontré à cette occasion-là. Alors j'avais pris une option qui s'appelait là-bas architecture des grands édifices, donc notamment il y avait des hôpitaux, des centres commerciaux, etc. Donc on avait un cours là-dessus, donc ça m'avait plutôt bien plu. Et puis j'ai rencontré lors d'un rendu de projet un architecte qui travaillait pour la Fiat, donc le groupe Fiat, voilà, et qui donc était dédié à la construction et au design des concessions automobiles et des bureaux de la marque. Donc ça m'avait plutôt bien plu aussi, et je me suis dit tiens, pourquoi pas, l'architecture, il n'y a pas toujours des débouchés énormes, donc pourquoi pas tenter quelque chose comme ça, ou j'aimerais en tout cas faire quelque chose comme ça plus tard, après mon diplôme. Et lorsque j'étais étudiante, je travaillais chez Sephora en tant que vendeuse. J'ai commencé par les paquets cadeaux, vendeuse, conseillère, enfin voilà. Et quand j'ai passé mon diplôme, LVMH venait de racheter Sephora. Et à ce moment-là, ils cherchaient des jeunes archis en tant que dessinateurs dans leur service qui s'appelait à l'époque Service Création. Et donc ma directrice de magasin m'a dit tu viens de passer ton diplôme, il faut absolument que tu postules. Et
voilà. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance de rentrer chez Sephora donc à cette grande époque, parce que c'est vrai que c'est l'époque où LVMH avait vraiment un souhait de déploiement très très important, et puis mettait beaucoup de moyens pour développer tout ça. Donc c'était une époque vraiment faste où on n'était que des jeunes, soit des jeunes archistes, soit des jeunes designers, soit des jeunes merchandisers, etc. Donc c'était vraiment une ambiance très particulière. On était dans un château dans le Loiret, donc vraiment pour peaufiner le tout, c'était quand même un lieu un peu magique. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'architecture commerciale, où j'ai eu de la chance de mettre le pied dans l'architecture commerciale en tout cas, et puis mon cursus s'est développé comme ça au fil des années. Parfait. Alors pour bien comprendre votre parcours, vous avez travaillé dans différentes enseignes, avec chacune une organisation particulière. Et pour bien comprendre en fait l'ordre et la genèse d'un projet, au départ en fait vous avez un programme, un cahier des charges qui vous est remis par un maître d'ouvrage en interne. Est-ce que c'est une personne, un comité En général, dans toutes les enseignes par lesquelles je suis passée, il y a un service qui s'appelle le service développement. Donc ces gens-là sont en charge de chercher de nouveaux locaux. Donc ils sont en relation avec des bailleurs institutionnels, ils sont en relation avec des agents immobiliers spécialisés en magasin. Ils cherchent aussi, ils sillonnent la France, la France ou l'étranger, puisqu'il y a les enseignes travaillent aussi à l'étranger, et repèrent les magasins vides, les magasins qui ne vont pas bien, voilà. Donc suite à ça, ils récupèrent, ils prennent contact, ils récupèrent des plans, etc. Et on nous transmet les plans pour faire des études de faisabilité, donc faisabilité architecturale et faisabilité financière, bien évidemment, pour voir si le dossier est viable et au niveau architectural et au niveau financier, et puis les retours sur investissement derrière, tout ce qui s'ensuit. Oui, mais... le potentiel du magasin, donc le potentiel client. En fait, la question, on va la reprendre peut-être encore plus en amont. Vous avez travaillé chez Monoprix. Quand vous étiez chez Monoprix, vous avez mis au point le concept du Monop Store qui était à Bercy, c'est ça ? Feu Monop Store. Feu Monop Store. Vous avez travaillé chez Buffalo aussi, Buffalo Grill, et vous avez mis au point des nouveaux modèles. Donc la question là que vous posez Sandrine, c'est si on reprend la genèse d'un projet normal, comme il y a en agence, et qu'il commence par une conception de quelque chose. Oui, donc là c'est la genèse d'un concept en fait. Alors voilà, donc déjà il y a une différence peut-être dont vous pouvez nous parler, qui est cette partie concept, et sur laquelle là je voulais savoir, c'était la question qui suivait derrière, c'est-à-dire que justement comment est-ce que vous mettez au point un concept ? Est-ce que vous mettez au point le concept comme une agence d'architecture ? Est-ce que vous le faites en interne ? Est-ce que vous le faites en externe ? Est-ce que vous parlez de création ? Ou est-ce que les contraintes, elles sont telles qu'il n'y a pas de création ? Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé sur ces deux projets-là ? Il y a plusieurs choses. Il y a les concepts. Si le concept existe déjà, il faut le déployer. Et un concept, on sait que toutes les 5-6 ans, le concept doit être renouvelé parce que c'est comme ça. C'est la règle du retail et c'est la règle des clients aussi. Parce qu'un client qui ne voit pas son magasin se renouveler, il va voir ailleurs généralement. Si le concept n'existe pas, il faut le travailler. Donc effectivement, soit l'équipe, ça dépend des enseignes pour lesquelles j'ai travaillé, mais pour certaines, l'équipe était suffisamment grande pour qu'on travaille en interne. C'est-à-dire que tout venait de chez nous et on travaillait en interne. Soit l'équipe n'est pas assez grande, comme c'est le cas aujourd'hui, et là, donc, on fait un appel d'offres, on fait un appel à idées, on consulte des agences, on sélectionne une agence de design qui nous semble la plus à même de mener le projet, et on travaille par contre de façon très étroite. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille le projet tous ensemble. Eux ont vraiment le matériel, la ressource pour mener à bien les 3D, les images, les plans, etc. Mais on travaille vraiment le projet ensemble. Donc au niveau des idées, de la création, on travaille ensemble. Quand vous dites vous, c'est vous. Alors c'est vrai que vous avez différentes expériences, donc je vous demande un peu de synthétiser. Les cas de figure ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Donc c'est pour mais ça si on reprend par exemple, je reviens sur à Bercy, donc le Monoprix, et puis sur Buffalo. Oui. Bon. Vous développez des nouveaux concepts. Qui les demande ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un nouveau concept ? Alors, vous voyez cette maîtrise, ce qu'on a sous-entendu, enfin qu'on a appelé maîtrise d'ouvrage, sans doute improprement. En interne, c'est quoi ? C'est
le développement, le marketing, c'est tous ces gens-là, c'est la direction de la finance? Là, les deux cas dont vous parlez, sur Bercy Village, Monopstore, c'était une demande de Bercy, d'avoir un magasin. Il fallait faire un monoprix, mais qui ait une activité restauration, qui soit différenciante par rapport aux autres magasins monoprix de Paris. Voilà, il fallait s'adapter au site, qui est quand même un site très particulier sur Bercy Village. Donc il fallait vraiment avoir un lien avec l'activité ancienne du site, etc., donc le vin, etc. Donc on avait une cave, notamment une cave très développée par rapport au magasin qui se faisait à l'époque. On avait donc une activité restauration qui ne se faisait nulle part ailleurs. Voilà, donc là, le cahier des charges nous est venu de Bercy Village, de la gestion de la direction du centre commercial. D'accord. Et chez Buffalo Grill, c'était un LBO, donc on avait des actionnaires. Et donc c'est des actionnaires qui ont décidé à un moment donné de dire Buffalo Grill avec le petit toit rouge et puis les enseignes sur le toit, c'est fini, il nous faut quelque chose dans l'air du temps, et il faut quelque chose. Donc on a dessiné un nouveau modèle, enfin plusieurs nouveaux modèles d'ailleurs, qui n'ont pas tous vu le jour et qui ont vu le jour péniblement, mais bon. Donc ça, c'était une demande de nos actionnaires. Et vous aviez, voilà, comme tout concept qui se met, vous avez eu le sentiment que vous aviez de la place pour créer, ou la pression Non, non, vraiment toute liberté. Après, évidemment, avec plein d'instances de validation, à chaque étape du projet, présenter les projets aux directions générales, aux actionnaires, etc. Mais vraiment une latitude complète de créer quelque chose de différent, d'original, voilà, il n'y avait pas de barrière à quoi que ce soit. Très bien. Au niveau du chiffrage, est-ce qu'on vous fournit une enveloppe ou vous-même vous chiffrez vos projets? Comment ça se passe? On chiffre les projets, mais évidemment, pour que les projets soient viables, il faut que l'investissement initial soit cohérent avec le chiffre d'affaires prévisionnel et avec les ressources sur investissement, etc. Donc évidemment, il y a une enveloppe au départ qui est plutôt large, hein, qui est pas... nous, on fait un premier chiffrage qui est un peu affiné, mais qui n'est pas en aucun cas un chiffrage poste par poste du projet, mais c'est vraiment des chiffres. On a des ratios, voilà, après ça dépend des cas de figure aussi. Vous avez des magasins en centres commerciaux, des coques rectangulaires sans aucun problème, avec un bailleur très généreux qui fournit les portes, la climatisation, les sprinklages, etc. Vous avez des coques en centre-ville qui sont de vieux bâtiments tout alambiqués, avec absolument rien, ou avec des grosses démolitions à faire, des reprises en sous-œuvre, etc. Donc voilà, l'expérience fait qu'on sait chiffrer les différents cas de figure. Et de façon assez précise quand même. De façon assez précise, mais c'est pas du poste par poste, et oui. C'est pas ça vient après en phase d'exécution. Et généralement, c'est sous-traité à un maître d'œuvre référencé avec qui nous travaillons étroitement aussi. Très bien. Et les projets, les concepts, quand vous les avez développés, vous les présentez à qui? Qu'est-ce qui les juge? C'est, par exemple, vous parliez de votre investisseur sur Buffalo. C'est un comité. Il y a le comité, il y a les actionnaires, donc l'ensemble des actionnaires. D'accord. Donc là, il y avait plus d'une dizaine d'actionnaires, donc on a présenté le projet à l'ensemble des actionnaires. On a un comité de direction aussi, donc présenté au comité de direction. Voilà, puis c'est ces gens-là qui valident ou pas, ou qui demandent de modifier telle ou telle chose. Ils écoutent l'architecte que vous êtes? Maintenant, oui. Ça n'a pas toujours été facile. Quelquefois, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais après, voilà, aujourd'hui, je suis chez Chris Group, c'est une coopérative, c'est encore un autre modèle de gouvernance, donc c'est encore d'autres instances de validation, etc. Après, on est les sachants quand même. On est quand même dans toutes les enseignes par lesquelles je suis passée, effectivement, on est une sorte d'agence d'architecture intégrée à l'enseigne. Et on est vraiment un monde à part par rapport au monde de l'enseigne. Donc on n'est pas comme magasin, on n'est pas marketing, on est vraiment un peu un ovni dans l'enseigne. Et donc on est quand même sachant. Donc après on nous fait confiance parce que faut faire ses preuves à un moment donné, mais quand on les a faites, généralement ça se passe bien et on nous fait confiance. Après je ne dis pas qu'il n'y a pas des conflits, des refus ou des allers-retours sur des projets parce que les gens ne comprennent pas forcément les choses, mais ça demande un peu de pédagogie, parfois beaucoup même, mais on s'en sort plutôt bien. Ouais. Voilà. Et... non, vas-y. Tu veux continuer? Non. Au niveau du concept, une fois qu'il est validé, au niveau du déploiement, est-ce que vous avez des objectifs en termes de boutique, de délai? Oui. Chaque année, en fait, on a
je fais un budget sur ma partie, donc j'estime le nombre de magasins qu'on réalisera sur l'année. Et puis on a des objectifs. Alors après, tout dépend des modèles, parce qu'effectivement, dans le retail, il y a des réseaux succursalistes, donc ça veut dire que les magasins appartiennent à l'enseigne. Il y a des réseaux franchisés, il y a des réseaux mixtes, succursalistes franchisés, et puis il y a des réseaux coopératifs comme celui pour lequel je travaille actuellement. Donc à chaque fois, c'est des choses très, très différentes. Aujourd'hui, dans le modèle coopératif, c'est très difficile de prévoir, puisque les investissements se font par les opticiens, parce que c'est leur magasin. Nous sommes là à leur service, donc on est une agence au service des opticiens. On est là pour les aider, pour les accompagner, mais après, si monsieur Lambda souhaite rénover dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, c'est lui qui a la latitude de le dire. Donc je jongle avec des budgets prévisionnels et des... Oui, voilà, c'est un peu des paris à chaque fois en disant je vais faire cette année 50 magasins, 60 magasins, 100 magasins. Ça veut dire que vous avez comme ça, vous avez combien de personnes dans votre équipe? Alors, j'ai 2 architectes, bientôt 3. Oui. Grâce à vous. Et j'ai 2 personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle le négoce agencement, c'est-à-dire que pour la coopérative, j'achète plusieurs magasins, je négocie des magasins. Donc lorsque je commande le mobilier pour des magasins, je commande 10-20 magasins à mon fournisseur. Idem pour les enseignes, idem pour les luminaires, vraiment tous les produits sont propres au magasin. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Vous étiez combien? Donc j'ai 2 personnes sur cette partie négoce, donc une responsable administration des ventes et puis une coordinatrice. Et donc avec cette équipe de 5 personnes, et donc vous êtes 3-4 architectes, vous faites combien de projets par an? On tourne à peu près à 100 projets par an, en réalisation, et en études à peu près le double. Sachant qu'après j'ai un réseau de maîtres d'œuvre référencés, surtout j'ai une dizaine de cabinets avec lesquels je travaille sur toute la France, qui sont à peu près répartis géographiquement de façon plutôt judicieuse. Et donc, en phase d'exécution, ce sont nos maîtres d'œuvre référencés qui prennent la main. Donc on continue à travailler avec eux très étroitement, mais c'est eux qui, sinon ce serait ingérable. D'accord. Voilà. Justement, vous parliez de ces gens référencés. Une fois que le concept est validé, intégré, il y a cette partie déploiement, vous changez un petit peu de casquette et vous devenez un AMO. C'est ça. Voilà, donc on est multifonction. Vous pensez que c'est un avantage, le fait que vous soyez une équipe d'architectes pour gérer cet AMO? Oui, parce que, après, on est vraiment très liés à nos maîtres d'œuvre référencés. On fait presque partie de leur agence sans l'être. On communique énormément, on se voit souvent, mais on parle le même vocabulaire finalement. Donc c'est vrai que même en phase chantier, comme on communique beaucoup par téléphone, c'est vrai que c'est fluide. On se comprend. S'il y a un problème sur un devis, s'il y a un problème sur une malfaçon, s'il y a un problème lors des réceptions de chantier, s'il y a des problèmes de retard de chantier, etc., on est plus à même de voir si c'est justifié ou pas, si on nous mène en bateau ou si... c'est quand même important de connaître aussi tout ce qui est autorisation, parce que en tant qu'architecte, on connaît un petit peu toutes les ficelles des DP, des AT, des PC, tout ce qui s'ensuit. Ça nous permet aussi, nous, en tant que représentants de l'enseigne, d'aller négocier avec les ABF pour des façades un petit peu compliquées, ou d'aller négocier des délais un peu plus courts que la normale, parce que le centre commercial va ouvrir bientôt, qu'il faut ouvrir à telle date et qu'on n'a pas les autorisations. Donc ça nous permet quand même d'intervenir grâce à ça. Alors là, sur CRIS, vous êtes une agence d'architecture au service. Dans d'autres structures, ce qui amène à ça, c'est que la société est donc une SCOP, et que chaque, je ne me trompe pas, est une coopérative, et donc chaque opticien fait appel à vous comme une agence intégrée. Il y a eu d'autres, vous étiez avant chez Buffalo. Chez Buffalo, c'est pas une structure de coopérative, Non, c'est un réseau succursaliste à 70% et 30% franchisé. Ça changeait quoi dans les rapports que vous aviez avec les gérants? C'était les gérants qui commanditaient la mise à jour, la rénovation ou le nouveau restaurant? Non.
C'était ou c'était le siège qui décidait qu'on allait enlever les toits rouges? Je sais qu'il y a eu un nouveau concept qui a été fait sur Buffalo. Par exemple, son développement, ça se décide où? C'est le gérant ou c'est la direction générale. D'accord. Enfin, et les actionnaires dans le cadre de Buffalo. Oui. Donc ça, c'était pour le réseau succursaliste. Donc il était précisé lors des budgets qu'il y aurait 15 magasins, enfin 15 restaurants de fait l'année suivante, etc. Et pour les franchisés, c'est pareil. En fait, ils avaient une obligation lorsque la direction l'imposait de rénover leur magasin ou le restaurant ou. Vous avez, quand vous êtes dans votre rôle d'assistant maître d'ouvrage, vous faites travailler des cabinets d'archi qui sont plus indépendants. Il n'y a pas de temps en temps un moment où vous ne regrettez pas cette indépendance qu'ils ont, cette autonomie qu'ils... Non, parce qu'en fait, j'y goûte aussi quand je travaille avec eux, donc je vais travailler... Avec mon équipe, on aime bien aller les voir chez eux, donc on aime bien passer des journées dans les agences, on aime bien passer du temps sur les chantiers avec eux, etc. Donc il n'y a aucune frustration. Au contraire, ça se passe vraiment bien. Et alors je dis pas qu'un jour je retournerai dans le monde des agences, etc. On va parler de ça. On en parlera. Mais non, il n'y a pas. Enfin, pour ma part, en tout cas, il n'y a aucune frustration. Et voilà, les architectes avec qui on travaille. On s'entend très bien, voilà, ça c'est presque tous des amis maintenant. Enfin voilà, il y a vraiment une vraie cohésion. C'est des gens on se suit depuis des années. Il y en a avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans, et puis pendant 5-6 ans on a pu travailler ensemble, et puis là on retravaille ensemble. Donc voilà, c'est un univers qui est un petit peu, qui est fort sympathique en tout cas. Et par rapport à vos collègues en interne qui font partie des services marketing, financier, développement, comment est-ce que vous êtes perçus? Est-ce que vous participez aussi à la stratégie de l'enseigne? Est-ce que vous avez un rôle similaire au leur en termes de pouvoir de décision, de proposition? Hiérarchiquement, on est tous au même niveau. On a une direction générale et on est N-1 du comité de direction. Et on est vraiment au même niveau hiérarchique. Donc après, on travaille vraiment de façon très étroite ensemble. On se voit, notamment avec les services marketing des enseignes, on se voit toutes les semaines, on a des réunions, on travaille sur les projets ensemble. Donc il n'y a pas de... C'est plutôt fluide aussi. Il n'y a pas de lutte de pouvoir, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de... alors de temps en temps ça arrive, mais la plupart du temps c'est plutôt... on est plutôt bien intégrés, même si je le redis encore, le service architecture est généralement dans une société de retail un service un petit peu ovni parce que c'est pas le cœur du métier, et donc vous savez qu'on est, je le disais tout à l'heure, on est un peu les parents pauvres quand il faut recruter, on n'est pas forcément le service où on va recruter en premier, voilà. Mais on a vraiment notre place, et je pense qu'on a besoin de nous. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus, et chaque jour me le prouve. Ça fait presque, on peut le dire, 20 ans que vous travaillez dans le retail? 19 ans. Et donc, avec ce recul, vous aviez, j'imagine, comme tout le monde, vous avez gardé peut-être des contacts avec des confrères, des collègues qui étaient avec vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à un poste de direction, vous dirigez une petite agence, mais vous êtes au comité directeur de Chris, non? Non, précédemment, oui. Bon. Donc vous l'avez été, donc ça veut dire que vous avez atteint un niveau de responsabilité, il y a une reconnaissance de votre responsabilité dans l'entreprise. Est-ce que vous diriez, alors c'est un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas être et dans l'architecture commerciale et faire une carrière en agence, mais par rapport à vos collègues, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a permis une évolution plus rapide, plus large que celle auxquelles ont été confrontés vos collègues qui sont restés, eux, en agence? Je pense que ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que j'ai eu la chance de travailler pour de belles enseignes. J'ai eu la chance d'être dans ces enseignes au moment où c'était des périodes fastes, des périodes de fort déploiement, des périodes... vous étiez, excusez-moi de vous attendre, vous étiez dans une période dite faste, mais la période où vous avez travaillé chez Buffalo, bon, c'était quand même une période difficile. Il venait... c'était difficile, non. Enfin, oui et non. Il venait d'être acheté, donc il y avait une nouvelle direction. Enfin, avec une nouvelle direction, il y avait
des nouvelles exigences, il y avait un poids économique qui était mais il y avait plein de choses à faire, c'est ça qui était intéressant, c'est que justement il y avait une dynamique, on n'était plus dans l'époque Buffalo, Toit Rouge, etc. On nous demandait de faire autre chose, donc il fallait mettre des équipes en place, en interne, en externe, il fallait travailler le concept, il fallait travailler énormément de choses, donc c'était une période intéressante. En même temps, je parle de fast, c'est pas forcément fast financier, quoi. C'est aussi l'intérêt de. Après, ça a été une période compliquée aussi, parce qu'il y a eu des plans sociaux, il y a eu des choses, il s'est placé plein de choses. Donc c'était une super. Enfin, pour moi, c'est vraiment une bonne expérience, même si elle a été difficile, même humainement, quand il y a eu les plans sociaux, etc. Mais voilà, j'ai eu la chance de vivre tout ça et des choses que j'aurais pas forcément vécues en agence classique. Et puis ça m'a permis aussi de travailler beaucoup à l'international, etc. Ce que j'aurais pas forcément fait non plus. J'ai eu la chance de déployer des pays, de trouver des équipes sur place, notamment à Taïwan, etc. Donc c'est vrai que c'est des expériences qui s'oublient pas et qui sont vraiment très très riches à tout point de vue. Très bien. Et aujourd'hui, que retenez-vous justement de cette expérience dans le retail par rapport à la richesse et à la qualité du travail d'un architecte au sein d'une enseigne ? Le travail est très... c'est pareil, la palette est très large. On peut travailler actuellement chez Chris Group, on peut travailler sur le design d'un support lunettes. C'est tout petit, c'est tout... voilà. Quand j'ai travaillé pour la FNAC, j'ai fait des FNAC de 7000 m². Bon, on ne parle pas de la même chose. J'ai travaillé sur des bâtiments très, très contemporains, j'ai travaillé sur des bâtiments anciens qu'il fallait restaurer en essayant de garder l'esprit des grands magasins d'époque, etc. Donc voilà, vraiment ce que je retiens aujourd'hui, c'est toute cette chance d'avoir pu travailler sur des micro-sujets, de très gros sujets, travailler avec des bailleurs institutionnels, d'avoir travaillé avec des tas de services, avec des services communication, avec des services développement, avec des services marketing, avec des services commerciaux, avec des services maintenance, avec des directions générales, d'avoir participé aux instances de décision. Voilà, donc tout ça fait que c'est vraiment... je pense que c'est... Je suis contente de ce parcours-là. Après, je ne dis pas que je vais continuer encore comme ça pendant 20 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... j'ai eu la chance de vivre de belles expériences et de riches expériences. Justement, un peu en guise de conclusion là, de cette première partie, une sorte de question double un peu comme ça. Vous pensez que c'est possible de revenir en agence? Et en symétrique, qu'est-ce que vous pensez justement que vous allez amener? C'est quoi l'apport de quelqu'un qui a votre parcours au moment où il va arriver en agence? C'est... vous nous parlez de choses avec des projets en très grande quantité à faire dans très peu de temps. Vous nous parlez de responsabilité. Est-ce que c'est cette efficience, cette efficacité? Est-ce que c'est des méthodologies que vous sortez de là? À votre avis, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Peut-être la connaissance des contraintes, des ficelles et des contraintes du retail. Oui, mais ça, bon, évidemment. Mais vous voyez, si vous allez dans une agence, à moins que vous retourniez... quand je parlais d'agence, je ne pensais pas nécessairement à une agence. D'accord, oui. Je pense qu'il y a des choses éventuellement... moi, j'aimerais que vous parliez justement de ce que je pense que cette expérience retail peut apporter en général aux agences. Je pense qu'il y a des choses qu'on développe sur ces programmes-là, avec ces entreprises-là, dans cette approche très mercantile, etc., mais qui peuvent être réutilisées ailleurs autrement. Évidemment, il faut savoir retransformer une expérience et la mettre au service d'eux. Mais je pense qu'il y a des choses, et c'était là-dessus que je voulais un peu vous entendre. Après, il y a tout ce qui est économie de la construction, etc. Enfin, quand vous participez à des constructions de centres commerciaux, c'est du gros œuvre, c'est de la clim, c'est des lots techniques. Pour Monoprix, il y a toute l'histoire du froid alimentaire, des choses comme ça, qui sont des choses très techniques. Parce que le magasin, c'est beau, mais il faut voir aussi tout ce qui se passe dans les plafonds, dans les derrière, dans le back-office, etc. Donc toute cette technique-là, je pense que je l'ai acquise, parce que vous savez qu'en sortant d'école d'archi, vous faites votre premier chantier, vous ne savez pas trop de quoi on parle. Donc tout ça, effectivement, tout ce qui est technique, je pense que j'ai un solide bagage et plutôt vaste, puisqu'il y a toute la restauration, donc tout ce qui est le chaud, le froid en restauration, tout ce qui est le froid
tout ce qui est le froid en magasin, tout ce qui est les histoires de sprinklage, de réglementation incendie, de réglementation PMR, de réglementation sécuritaire, enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on maîtrise parfaitement, parce que c'est notre quotidien, donc ça peut être aussi des avantages. Je pense. Alors en fait, moi je voulais vous entendre parler. J'ai pas bien. Je vous ai pas amené sur la bonne réponse. Je voulais que vous parliez justement de cette très courte durée que sont les projets d'architecture commerciale. Et ça, c'est. C'est pas si court que ça. Enfin, c'est. Quand même. C'est court. Enfin, si, c'est court. C'est quoi le délai d'un projet? C'est entre 6 mois et 1 an. Vous voulez dire entre l'étude et la livraison? Entre le moment où on initie le projet, où il arrive dans mon service, et le moment où on le livre à l'exploitant. C'est assez court. Oui, c'est court. Après, tout dépend de la teneur, de la taille des projets, tout dépend de... C'est assez court. Vous n'avez pas le droit à... Une fois que l'opération est lancée, vous n'avez pas beaucoup de marge de retard. Vous n'avez pas de marge de majoration de prix, quasiment pas. Donc, je trouve que ça, c'est des règles, c'est des contraintes qui sont très pesantes, très prégnantes. C'était un peu là-dessus que je oui, mais après, en agence, c'est un petit peu pareil. Enfin, vous avez le droit, vous avez sur les marchés, vous avez des pourcentages autorisés de variantes par rapport au prix. Vous avez des réindexations de prix par rapport entre le moment où le projet a été chiffré. Voilà. C'est des choses qui n'existent quasiment pas dans l'architecture commerciale. Ça arrive quelquefois, mais effectivement, c'est pas le quotidien. Mais... Bon, merci. Eh bien, voilà, la parole est au public. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? Si je peux me permettre, je suis très contente d'être venue parce que je viens de me rendre compte, je ne savais pas en quoi consistait le retail design. Et je viens de me rendre compte que par rapport à mon parcours, c'est ce que j'ai fait à un moment donné de mon parcours professionnel et l'expérience que j'ai pu avoir durant cette période-là. Parce qu'actuellement, j'exerce mon activité, je suis architecte, j'exerce en indépendant et je travaille beaucoup avec les particuliers. Et il y a une chose que j'ai appris, vraiment c'est la découverte pour moi, je ne savais pas que je faisais ça, c'est la rapidité de... En fait, la rapidité dans le fait de proposer un concept, une idée. C'est ce que par rapport, c'est-à-dire dans le domaine commercial, par rapport aux particuliers. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas, j'attends une question. Non, c'était pas une question, c'était par rapport, parce que la dernière question que vous aviez posée, c'était qu'est-ce que l'expérience, le fait d'avoir une expérience dans le retail design, qu'est-ce que ça peut apporter si on revient dans un parcours entre guillemets conventionnel de la pratique de l'architecture. Est-ce que c'est ça ou est-ce que oui, c'était ça ma dernière question. Donc, si je peux, je n'ai pas atteint je n'ai pas approfondi comme vous, mais le peu de temps que je suis restée à faire, ça m'a permis d'avoir une rapidité rapidité dans la réflexion, parce que il faut toujours aller très vite, c'est ça. Voilà, il faut vraiment aller très 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 vite. Oui, ça c'est sûr qu'on est à 100 à l'heure en permanence. Oui. Voilà, mais ça c'est une des caractéristiques, je pense. Que vous avez retenu en tout cas. Oui. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi dans ma pratique professionnelle. En tant qu'en état. Parce que le client, je dis le client, mais est très exigeant. Il faut toujours, parce que vous êtes quand même, vous devez proposer des produits, il faut rendre le tout attractif. Donc la notion de concept, elle est assez fondamentale et ça va très vite, ça change toujours. Et c'est vrai ce que l'on attend de vous, c'est que justement vous puissiez rendre à chaque fois le produit, l'espace attractif. C'est vrai qu'on a... Non, c'est bien ça. Effectivement,
on a des demandes sans cesse en fait. C'est constamment, donc soit des micro-demandes, donc je disais un support pour, l'autre jour on va demander un support pour un appareil auditif, parce que très souvent on fait de l'audition aussi, donc on m'a dit il faut que tu théâtralises le petit appareil qu'on met dans l'oreille, qui est quand même quelque chose de pas très joli et pas très glamour, et donc on m'a dit il faut théâtraliser ça pour le mettre en vitrine. Mais on veut pas une grosse oreille. Ah, d'accord, donc voilà. Donc voilà, c'est un sujet et donc il fallait effectivement pour la semaine suivante trouver quelque chose. Voilà, et c'est vrai que les demandes sont très très fréquentes et très récurrentes. Et puis il y a beaucoup d'impatience aussi. Donc effectivement, il faut aller vite. Je confirme. Question ? Oui. Bonsoir. Alexandre. Quand je vous ai écouté, vous faites un travail d'architecte, plus que beaucoup de confrères. Je suis architecte. Ouais. Et d'où est-ce que vient-elle cette distinction un petit peu mise à l'écart de cette partie du métier, et jusqu'à une dénomination anglo-saxonne que je me demandais ce que c'est, avec art design. Une amie, il y a quelques années, est allée par Archibald, je pense, faire du retail. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais, je fais des magasins. Vous l'avez dit. Alors pourquoi cette distinction? Vous êtes véritablement plus architecte dans votre quotidien que beaucoup de confrères que je connais, qui sont en agence ou qui travaillent en indépendant. Je travaille en indépendant avec des particuliers comme notre consoeur. Et voilà, d'où vient-elle cette distinction, un petit peu mise à l'écart dans la façon dont vous présentez le métier, d'ailleurs aussi, jusqu'à demander quel serait votre rapport dans une agence d'architecture. C'est l'agence, c'est le travail d'un architecte ce qu'il fait là-dedans. En fait, les délais très courts, ils sont exigés par le fait que une enseigne commerciale, elle doit ouvrir à telle date, sinon elle va perdre de l'argent. La rentabilité, etc. Bien sûr. Les dépassements de budget, ils sont fixes, parfois peut-être ils sont dépassés, mais les entreprises avec lesquelles travaille une enseigne sont chevronnées et travaillent, je suis certain, pour une grande partie, exclusivement avec l'enseigne, ou très souvent avec l'enseigne. On essaie d'éviter la dépendance économique, donc on fait très vigilant là-dessus, et on essaie justement d'avoir quand même un turnover et pas travailler toujours avec les mêmes. Oui, mais je veux dire, j'ai l'impression, ça c'est une seconde partie de question qui vient, avec des particuliers par exemple, les délais et tout ça, comment ça se décide très rapidement, je rebondis un petit peu sur ce qui était dit avant, eh bien un particulier, il va changer d'avis de cuisine d'une semaine à une autre parce qu'une copine va appeler, parce qu'il va voir une magazine ou je ne sais pas quoi. Alors que là, eh ben, le concept il est là, ça doit se déployer. Non, c'est pas le concept est là, mais non, je veux dire pour le délai, trame, mais après pour ça. Pour le tenir de délai, tout ça. Je dis pas que c'est facile, hein. Absolument. Ah non, c'est pas ça. Mais je veux dire que quand je parlais des entreprises, elles souhaitent sans doute travailler avec une grande enseigne. Parce qu'après, ils vont dire, on a fait tant de magasins. Oui, c'est sûr qu'on a un pouvoir, on a une attractivité en fait qui fait que les gens ont aussi le travaillent souci avec nous. du bon travail. Oui. Alors qu'avec une extension ou autre chose, c'est un combat de chaque minute pour que le truc il soit peint au minimum correctement. On ne parle même pas de choses exceptionnelles parfois. Donc voilà, d'où vient cette distinction un petit peu à part, jusqu'à vous appeler agence retail design, et on se demande mais qui fait ça quoi, alors que c'est des architectes. Oui. Voilà. Alors d'où vient ça? Alors d'où ça vient, c'est un peu l'architecture commerciale est apparue dans les années 70 avec l'arrivée des enseignes anglo-saxonnes arrivant sur le sol français et qui arrivent avec leur approche, leur façon de faire qui est différente, qui vient d'un système qui plus est de conception et de production du projet d'architecture en général, qui n'est pas la même que celle qui est en France. Et quand elles arrivent dans les années 70, elles arrivent avec ce mode de construction. Nous travaillons, Archibald travaille, la première enseigne avec laquelle on a travaillé, c'est Gap. Quand Gap est arrivé en France, ils ne savaient pas ce que c'était que l'administration et la réglementation française en matière, etc. Donc il a fallu qu'il s'étoffe avec une équipe d'architectes
français pour arriver à faire la jonction. Avec eux sont arrivés tous ces termes-là. Sauf que ceux qui allaient sur des projets d'architecture commerciale, à ce moment-là, c'était des gens qui étaient dans une démarche de recherche de travail, de développement. Donc c'est devenu, vous voyez, quelque chose à part. Et c'est pour ça qu'on fait les ateliers ici ce soir. C'est justement pour montrer que ce travail que fait Marie-Lise, c'est un travail d'architecte. Elle travaille sur l'espace, elle produit des objets dans lesquels les gens vivent, dans lesquels les gens se déplacent. Donc elle est dans son rôle d'architecte. Rôle qui est méconnu, qui est peu répandu, qui est peu vanté. C'est-à-dire que vous voyez pas beaucoup, vous voyez des grands noms de l'architecture d'intérieur énoncer qu'ils ont réalisé tel ou tel concept, mais dans ce travail du quotidien et de la pratique quotidienne des architectes, c'est pas présenté de façon... ça ne semble pas être quelque chose de glorieux dont on puisse se vanter. Bon, c'est possible. C'est possible qu'on ne puisse pas s'en vanter, c'est un problème moral. Mais en tout cas, il n'empêche que c'est un travail d'architecte. C'est la raison d'être des ateliers, c'est de présenter des parcours, des perspectives d'emploi. C'est pour ça qu'on est là. Monsieur, vous vouliez poser une question. Tout à fait. Vous dites que vous êtes 4, c'est 5 à peu près à travailler au sein du pôle archi chez Chris Group. 500 projets par an. Oui. À raison de entre 6 mois et 1 an de projet par an. Voilà. C'est intense. Ça tourne. Et sans compter, donc ça va dire c'est la suivi de réalisation ou production pour état de projet. Mais est-ce que c'est vous qui vous occupez aussi de toute la partie design, conception, charte de ces magasins-là? D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est constamment en évolution, ou au fur et à mesure, vous amenez des nouveaux éléments? Oui. Donc je ne parle pas de tous les... Parce que tout à l'heure, vous disiez tous les 5 ans, on doit renouveler. Oui. Donc c'est pas un renouvellement du tout. Ça dépend des enseignes. D'accord. Jusqu'après, dans les enseignes précédentes pour lesquelles j'ai travaillé, effectivement, on renouvelait les concepts tous les 5-6 ans. Chez Chris Group, c'est un petit peu particulier. Donc Chris Group, c'est 3 enseignes. Chris, Lynx Optique et Vision Plus. Sur Chris, le concept date de 2007. Donc ça commence à être un petit peu ancien. En revanche, alors moi j'y suis depuis 5 ans et demi maintenant, tous les ans, on crée des nouveautés. Donc c'est-à-dire qu'on renouvelle une partie. Donc on a renouvelé les matériaux, on a renouvelé quasiment tout le mobilier, mais par touche. On a renouvelé les éclairages, on a renouvelé les éléments décoratifs, on a renouvelé l'implantation générale. Donc voilà, on a des concepts de 2007.16, .17, .18, .19. Là, on est en train de finir la boucle, puisque à la fin de l'année, on aura fini, je crois, de refaire tout le concept de 2007. Mais ça permet d'avoir des investissements un peu moindres, pas avoir un gros investissement d'un seul coup. Et vu que ce sont des indépendants, nos opticiens, c'est vrai que rénover un magasin et sortir de 100 000 euros, 250 000 euros d'un coup, c'est forcément facile. Donc en fonctionnant comme ça permet d'avoir toujours un magasin un petit peu au goût du jour et sans investir des mines et des cents. Et au sein de votre équipe, comment ça fonctionne? Qui s'occupe de ça? Tout le monde travaille dessus? Il y a des personnes qui sont dédiés à ces parties design, d'autres qui sont dédiés aux parties de développement au sein des magasins? Non, on essaie pour que ce soit pas monotone, on travaille tous un peu sur tout, donc on se répartit la tâche. Et quand on travaille sur un concept, on travaille tous ensemble, même les 2 personnes qui travaillent pour le négoce, qui sont plus des commerciales et participent aussi avec leurs compétences. Mais voilà, tout le monde, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est vraiment nécessaire que ce soit un travail d'équipe. Parce que si on commence à cloisonner, toi tu fais que ça, tu fais que des faisabilités, toi tu fais que du concept, c'est pas forcément très constructif et c'est pas forcément très agréable pour les uns pour les autres. Ça, c'est votre manière de gérer les équipes. C'est ma façon de manager, c'est ça. Ouais. Et donc ça passe aussi par un travail, j'imagine, en lien avec les exploitants. Vous êtes beaucoup sur place pour avoir leur feedback. Oui, en fait, on a dans mon expérience actuelle chez Chris Group, on a ce qu'on appelle des GTO, des groupes de travail opticiens. Donc pour chaque projet, on a un GTO qui est constitué et donc on a un certain nombre d'adhérents qui sont sélectionnés un petit peu en fonction de s'ils ont beaucoup de projets, s'ils ont, voilà, il y a différents critères et donc on travaille ensemble. Donc, on fait une partie du travail, on les voit, on leur présente le projet, on en discute, on retravaille, on a une nouvelle séance de travail, voilà. C'est quelque chose d'assez dynamique.
Puis après, on a des instances de validation, donc on peut travailler avec le groupe de travail, le présenter au comité exécutif, et puis là, ça va plus, donc on repart en arrière, ou alors c'est validé et on avance, voilà. Ça, c'est lié à l'organisation de CRIS en tant que coopérative. C'est la gouvernance qui est comme ça. Ouais, c'est ça. On a un conseil d'administration et un conseil, et un comité, et donc, voilà, c'est le comité exécutif, et donc chaque étape, il y a un degré de validation à chaque étape. Mais dans les réseaux succursalistes, c'est différent, parce que la validation se fait par la direction générale et qu'il n'y a pas 36 intermédiaires. Et c'est un process qui peut prendre combien de temps, justement, le renouvellement entre le moment, comment ça fonctionne, puisque par exemple, là, vous êtes en train de faire évoluer tout le temps, donc c'est sur des petits éléments qui évoluent au fur et à mesure, c'est ça? C'est des petits éléments. Là, par exemple, si je prends l'exemple de CRIS, en ce moment, on est en train de travailler sur toute la zone centrale, donc les tables de vente, je ne sais pas si ça vous parle, table de vente. Donc c'est la table où l'opticien vous reçoit lorsque vous achetez vos lunettes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'auparavant, on avait l'opticien d'un côté, la table, et puis le client de l'autre côté. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe pas bien. Aujourd'hui, on est dans la proximité, dans le service, Et donc aujourd'hui, on est en train de revoir tout ce système d'accueil des clients, parce qu'aujourd'hui, c'est la convivialité avant tout, c'est la transparence aussi, donc l'écran, il faut que le client le voit, et il ne faut pas que l'écran soit caché du client, parce qu'il faut que le client puisse voir ce qui est écrit sur l'écran et voir qu'il n'y a pas de bidouillage, voilà. Donc on est en train de revoir tout et faire un accueil beaucoup plus convivial. Donc on travaille sur différents types d'accueil. Qui est-ce qui donne cette impulsion sur, par exemple, de dire il faut plus de transparence, il faut plus de convivialité? C'est le retour d'expérience. Avant de travailler sur ces évolutions de concept, on travaille aussi avec on va en magasin, on travaille avec nos adhérents pour voir un petit peu où le bas blesse, et on essaie et puis on voit aussi ce qui se fait dans le monde du retail d'une manière générale. Donc aujourd'hui, vous copiez beaucoup les uns les autres? Alors on se copie pas les uns les autres, mais il y a des grandes tendances. Non, mais on est on se tient au fait de tout ce qui se fait dans le monde du retail d'une manière générale. Donc c'est pas que l'optique, c'est le textile, c'est la restauration, c'est vraiment tout ce qui fait en France et à l'international. On fait des retail tours de temps en temps. Et donc il y a aussi ça. Et donc, il y a une veille. Il y a une veille, bien sûr, et puis la veille, on la signale aussi à notre direction en disant là ils ont fait ça. Voilà, où on pense que ça marche plus, ou voilà, tout ce qu'on peut constater lorsqu'on va en magasin, tout ce que les gens peuvent nous dire. Donc tout ça, on travaille actuellement donc, sur cette évolution de concept de CRIS. On a fait 2-3 réunions avant où chacun a apporté ses constats, ses retours d'expérience, etc. avant d'écrire le brief qui nous a permis de consulter les agences. Monsieur, vous aviez une question? J'ai une question, pas question. Mais donc je veux savoir quel est le statut par rapport à ce que vous concevez, donc les statuts de propriété intellectuelle, parce que nous en tant qu'architecte, une fois qu'on a fait un permis de construire, en fait la propriété intellectuelle de l'œuvre est inaliénable. Ça veut dire que toute modification doit être soumise en théorie à votre avis dans les parcours de l'œuvre. Donc je voulais savoir, de votre côté, une fois que vous avez conçu une chose, vous avez réalisé une architecture, quel est votre rapport par rapport à votre propriété intellectuelle et aux modifications qui interviennent avec votre consentement ou pas? Donc si vous vous opposez, vous faites une opération, une œuvre de persuasion pour ne pas faire certaines modifications, ou si les choses changent. Parce que moi, comme expérience personnelle, je pense qu'un showroom de piano, c'est du retail. Voilà, donc 4 ans de travail, après 2 ans, le showroom a été revendu, donc il y a eu même un gain sur la chose, et est devenu une clinique vétérinaire. Et les projets étaient un peu dévastés. C'est pas la même destination, effectivement. C'est un changement de programme. Ça change beaucoup, et après c'est dommage. Sauf si les animaux sont musiciens, mais sinon. Donc la dernière question donc vous travaillez beaucoup donc avec des architectes d'exécution, et quelle est leur latitude dans l'interprétation et l'application de la charte que vous lui donnez? Donc je veux savoir quel est le curseur, quelle est leur possibilité de pouvoir apporter quelque chose en interprétant la charte
que vous lui donnez. Et la troisième question est, est-ce qu'il y a dans votre équipe des congés? Des congés? Des Oui. congés. Oui. Parce que Moi, je rentre de 15 jours de vacances et je vais bientôt partir. architecte, on se pose la question. Si, mais non, l'avantage d'être comme nous, c'est que nous sommes salariés, donc nous avons des vacances, des D'accord. RTT, des vacances et des récupérations. Là, je travaille le week-end prochain parce qu'on attend notre assemblée générale et on a des jours de récupération aussi. C'est 218 jours, alors vous faites Ouais. 100 projets en 10 ans. Oui, c'est ça. Ah, chapeau. Non, mais c'est super bon, ça, j'en suis consciente, mon équipe en est consciente. Après, c'est vrai que c'est des concepts, donc on les connaît par cœur, donc ça va vite. Hein, et on fait que les études de faisabilité, donc on fait pas non plus, on fait pas les dépôts d'autorisation, hein, les demandes d'autorisation, etc. C'est nos maîtres d'œuvre d'exécution qui les font. Mais bon, c'est dense, c'est pour ça que nous recrutons. Donc ça, c'était la dernière question. Donc effectivement, la première, c'était la latitude. La propriété et la latitude. La propriété, les concepts sont déposés. Quand on fait un concept, ils sont déposés. Après, on est garant du concept, mais on a la latitude de l'adapter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes quand même l'impression d'être dans la... Il faut qu'il y ait l'ambiance de la marque. Mais après, on fait énormément de sur-mesure. Donc c'est-à-dire que on peut faire des tables de vente sur mesure, on peut faire des mobiliers spécifiques sur mesure parce que tel magasin alors si je parle de Chris, on va avoir un magasin qui va vendre énormément de jumelles, de loupes, de trucs, de ce qu'on appelle une vente en l'état. C'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des magasins où il n'y en a pas du tout parce que ça ne marche pas. Donc effectivement, pour ces magasins-là, on peut être amené à travailler un corner dédié à ces produits-là. Idem pour le solaire, dans les zones où il y a beaucoup de soleil, notamment les zones balnéaires, etc. On travaille des corners solaires vraiment très structurés, qui sont presque des shop-in-shop, donc comme on peut avoir au printemps ou au BHV. Il faut vous expliquer ce que c'est qu'un shop-in-shop. Un shop-in-shop, donc c'est un magasin dans le magasin. Voilà. Donc c'est un petit magasin dédié au solaire. Même certains magasins où on a travaillé corner solaire de telle sorte que le soir, dans les villes balnéaires notamment, on peut ouvrir que la partie solaire et l'autre partie du magasin est fermée, la partie optique est fermée. Mais la partie solaire, on l'ouvre le soir pour les gens qui se baladent et donc il y a une activité. Je crois qu'il y a beaucoup de soleil le soir. Bah non, mais les touristes achètent des... voilà. Mais on ferme la partie optique parce que la partie optique nécessite la présence d'un opticien. Et donc le soir, pour vendre des lunettes de soleil, on n'a pas forcément besoin d'un opticien. Mais du coup, le concept, la question de monsieur, c'était le concept, il est la propriété de qui, par exemple? De l'enseigne. De l'enseigne. De la marque. Vous avez, je sais, déposé par exemple des permis pour la construction de Buffalo. Donc là, on était dans le cadre de ce que la loi autorise, à savoir que c'est l'entreprise qui vous salarie pour construire pour elle-même. Oui, donc j'avais un statut particulier et donc je signais le permis de construire pour Buffalo. Tout à fait. Là, j'ai donc c'est important de le rappeler parce que c'est autorisé. Ce qui était construit était un concept de Buffalo, mais c'était vous qui en étiez le maître d'œuvre. Oui, mais dans mon contrat, il était noté que je construisais pour le compte de mon employeur et que donc c'était pas ma création. C'était pas votre propriété intellectuelle. C'était pas ma propriété. D'accord. Quant à nos maîtres d'œuvre, ils ont une attitude d'adaptation en fait. À partir du moment où on sent l'ambiance de la marque, donc évidemment on travaille ensemble et c'est nous qui le validons, mais c'est très fréquent qu'ils travaillent des fantaisies. Bon, sinon c'est triste. Si c'est pour faire du copier-coller, c'est pas très drôle. Donc on essaie aussi de s'adapter au lieu. Si on a un lieu avec des particularités architecturales, avec un monument historique. Un monument historique, ça peut être en centre-ville. Quelquefois, là, on est en train de faire un magasin Fontainebleau où on a des mosaïques en façade, on a des mosaïques à l'intérieur, des plutôt sympas, très colorées, etc. Bon, les couleurs font pas partie du concept, mais on adapte des choses pour qu'elles s'intègrent. C'est ce qui est intéressant. Parce que faire du copier-coller dans un rectangle, c'est pas très drôle. Ça nous arrive aussi, hein, mais... J'ai fait aussi des chantiers pour Starbucks, donc avec la charte, et j'ai fait aussi un concours pour un marché cadre pour Costa Café. Et je me rappelle que quand il y avait les cahiers de charges, c'était 120 pages, et en fait, il n'y avait pas vraiment une énorme latitude pour non, nous,
toutes les enseignes par lesquelles je suis passée, il y avait quand même une certaine tolérance. Donc, D'autres questions? Oui. Quelles sont les limites du retail design? C'est-à-dire, on a parlé de la restauration, on a parlé des magasins, des showrooms. Est-ce qu'une banque, ça rentre dans le retail design? Oui. Ou un spa Vous avez travaillé pour des banques, par exemple, parce que je vois que vous parlez de transparence, nanana, et moi je vois que la banque, en tant qu'institution, elle reste encore leur architecture très renfermée, très cadrée. Si vous regardez les derniers... Pas les derniers, oui. Si vous regardez dans les agences bancaires, les dernières, alors sur Paris, c'est assez flagrant, ont été supprimés les caissiers qui avaient un rôle dans prendre les chèques, etc. Ça a été remplacé par des automates. Et beaucoup de concepts bancaires, c'est maintenant, d'ailleurs pas hyper fonctionnel, 2 fauteuils, une table basse et votre commercial, votre agent bancaire, il vient avec une tablette. Bon, alors ça c'est leur fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'agence, mais nécessairement l'espace qui me concerne, il est autour et il a été repensé comme tel. Donc ils sont pas... ils sont dans une autre manière d'accueillir le client, c'est-à-dire que la paroi de verre avec le guichetier qui est derrière et où vous baissez pour parler dans la forme, c'est plus ça. Même à la poste. Y compris à la poste. Bon, c'était une question si vous avez eu de l'expérience à raconter par rapport à ça. Non, par rapport au bancaire, je n'ai pas d'expérience bancaire. Je travaille avec des architectes qui en font beaucoup. Donc effectivement, je sais qu'ils sont en train de travailler sur des choses plus intéressantes, plus accueillantes. Plus accueillantes et plus... voilà, c'est vraiment un esprit comme à la maison et pas... C'est ça. Pas je crois qu'un peu dans tout le monde du design aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Hein. On essaie d'accueillir les clients comme si, pour qu'ils se sentent chez eux. Donc il y a vraiment beaucoup de codes qui sont les mêmes que dans l'habitation. En fait. C'est vrai qu'on les voit dans les espaces de travail, mais bon... Et je pense que sur le retail, on voit aussi il y a un imaginaire assez vaste qui nous fait rêver et que c'est assez intéressant, je pense, pour les architectes. C'est un peu entre architecture et scénographie. Je sais pas, il y a plusieurs Alors, choses. c'est un peu volontairement que nous avons demandé à Marilyn de venir nous parler, je dirais, d'enseignes, non pas d'enseignes luxueuses. Vous voyez ? C'est-à-dire que on aurait pu faire un autre choix et faire venir des gens qui travaillent avec des budgets nos limites, des Dior, des Vuitton. On est dans une approche, je dirais, du quotidien et pas nécessairement de l'extraordinaire. Il y a de l'extraordinaire, c'est vrai. Quand l'agence de Ports en Parc fait la nouvelle boutique à Séoul, on est dans de l'extraordinaire. Mais on est dans de l'unique qui est difficilement reproductible et significatif d'un travail de tous. C'est l'agence de Ports en Parc et c'est Chanel, c'est ça, je crois. Je sais plus, je sais même plus quelle est la marque. Moi, j'étais intéressé par l'archi, pas par la marque. Bon, pardon. Dior. Donc voilà, mais c'est unique. Bon, donc c'est pas le but justement de nos ateliers. On essaye de rester dans quelque chose de non pas de banal, mais d'un quotidien de travail. D'autres questions ? Bien sûr. Juste une remarque, mais juste une petite parenthèse sur la question que vous avez posée. Qu'est-ce que quelqu'un comme madame qui sortait du retail qui pourrait rapporter d'une agence? Je pense que ça dépend de l'agence qui va intégrer. Et moi actuellement je fais partie de la société A26. On est spécialisé dans tout ce qui est logistique. Donc madame, son CV va nous apporter beaucoup de choses en parlant sprinkler, d'ICPE, etc. Mais je pense que ça va dépendre aussi de l'agence. Oui, bien sûr, de la spécialisation. Voilà, de la spécialisation. Il y a des sociétés, par exemple, qui font du logement, ça va être strictement, à part le PMR, etc., qui va être utile, mais le reste, ça ne va pas être utile, en fait. Donc je pense que ça dépend aussi de l'agence, de la structure qui va accueillir ces personnes-là, et après, avec le bagage qu'on a. Et voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. D'accord. Et j'avais une autre question, justement, quand on parlait d'un projet
de l'esquisse à la réalisation, vous voyez, à peu près un an. C'est quel type de projet, si c'est un bâtiment, quelle surface. Parce qu'en France, on a les contraintes du permis. Oui, bien sûr. Si on dépose un ICPE, c'est encore... non, mais tout dépend du projet. Là, je parlais des projets sur l'expérience actuelle de magasins CRI, ceux qui sont de magasins de 100, 150 mètres carrés, généralement soit en centre-ville, soit en centre commercial, soit retail park. Après, pour Buffalo Grill, je déposais des permis de construire, et là, effectivement, on parlait pas de ces délais-là, on parlait entre les négociations avec les bailleurs, enfin les propriétaires, pour le terrain, etc., les négociations avec les mairies, etc., c'était beaucoup plus long, on était plus sur deux bonnes années. Pour la FNAC et pour Monoprix, c'est pareil, on était avec Monoprix, avec tous les problèmes d'installation classée, etc., on était aussi sur des délais très complets, beaucoup plus longs, parce qu'avec des dossiers plus compliqués, notamment dans les centres-villes, sur Paris, j'en parle pas, voilà. Donc là, quand je parle de 6 mois à 1 an, c'est vraiment sur les petits projets. Pas pour Monoprix. Je travaille ici avec, pour ne pas les citer, Lidl, Price, Carrefour, etc. C'est des délais, on arrive à 2 ans pour sortir un bâtiment. Plus tous les problèmes de quai de livraison, de problèmes des copropriétés au-dessus, etc. En fait, ce qui est assez impressionnant dans le marché du retail, c'est que dès lors qu'on se figure ce que représente l'ensemble de l'immobilier, c'est-à-dire l'ensemble des boutiques qui sont construites, et si on se dit juste tous les 5 ans, le concept est refait et redéveloppé, vous voyez la chaîne absolument gigantesque que ça représente. Donc c'est un marché d'emploi et c'est un marché de travail pour les professionnels de l'architecture qui me semble absolument colossal. Et sur lequel, au final, il n'y a pas tant d'architectes que ça. Merci Marilyn, merci d'être venue, merci beaucoup. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois. La prochaine, ce sera toujours sur l'architecture commerciale, mais cette fois-ci, non pas à l'intérieur d'une enseigne, mais d'une agence qui travaille pour les enseignes. On va essayer de vous faire aussi venir témoigner des archis qui travaillent là-dedans.